On vous retrouve, chers invités, pour la suite et la fin de Regard Croisé Togo. Quelle riposte contre les attaques terroristes? Nous sommes toujours avec le journaliste Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. L'autre journaliste est également là. Il s'agit de Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, et l'homme politique Corneille Norbert Kouassi. Alors, quelle riposte avant de répondre à cette question? On vous redonne la parole, Louis Kamako. Vous étiez en plein développement sur l'attaque terroriste dans le nord du Togo qui a fait 28 soldats. Je vais peut-être chuter là et ma chute va déboucher sur le point suivant, sur le sujet suivant, quelle riposte. Parce que je disais tout à l'heure que quand vous voyez un peu ce qui s'est passé dans le nord, où les gens ont pu compter le nombre d'assaillants, et sans même intervenir, sans même prévenir qui que ce soit, ça veut dire que la fibre patriotique n'existe plus de suite à ce moment. La fibre patriotique elle est morte et enterrée dans notre pays. Ça veut dire que les gens se désolidarisent, il n'y a plus la solidarité nationale, les gens se disent mais... Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Ce qui explique tout simplement c'est la mauvaise gouvernance peut-être, c'est la mauvaise gestion. C'est-à-dire que quand les gens ne se sentent pas associés aux à la gestion publiques, quand les gens ne se sentent pas associés à la gestion de l'État, quand les gens sont peut-être réduits. Donc pour vous, c'est mieux de dire allez tuer les frères. Bon, non, je ne suis pas impliqué. Ce n'est pas une raison, l'être humain est ainsi fait. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'aigreur, les gens sont aigris, ils se disent mais je n'en ai pour rien. La dernière fois, je suivais de loin un symposium des personnes en situation de handicap qui disait qu'en réalité, quand ces gens d'attaque-là doivent prévenir, ça provient par eux, ça provient par elles, les personnes en situation de handicap, parce que c'est des gens, dans la société, elles sont stigmatisées, elles sont marginalisées, donc les gens pensent qu'elles ne valent rien. Donc, si tu as ce sentiment-là, tu as ce ressenti-là, si tu penses que tu es réduit à néant, mais tu n'as plus rien à perdre. Donc, toi, tu vas peut-être vouloir accepter qu'on mette une bombe sous ton fauteuil roulant pour que ça aille exploser ailleurs. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut rassembler tout le monde. Il faut reconnaître à chacun sa valeur et reconnaître que même le fou, même quand il ramasse des microbes. C'est important pour l'écosystème. Donc c'est à cela que nous devons appeler. Et donc c'est pour ça que je dis que l'attaque a eu lieu peut-être parce que les gens à un moment donné ont fermé les yeux sur ce danger-là. Ils n'ont pas voulu alerter qui de doigt au moment opportun. Parce que c'est une attaque, ça veut dire que vous êtes surpris, vous n'êtes pas préparé. C'est forcément qu'il y a eu de morts. Et que prochainement, il va falloir qu'on essaie de revoir là-bas. Peut-être que ça fait partie des ripostes contre le djihadisme au nord du Togo. Quelle riposte justement, Germain Pouli, contre les attaques terroristes? Quand on parle de riposte, on peut penser immédiatement à la capacité militaire pour faire face aux défis militaires. Mais ce que Louis Kamako a dit est également important. On peut trouver la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, par exemple. Il y a la coopération de la population. Oui, bon, mais en même temps, lui, il semble dire que les populations n'ont pas coopéré parce qu'elles ont vu les motos aller. Non, peut-être que c'est après l'acte que les gens ont dit, mais on a vu des gens passer. Et on a peut-être vu une soixantaine de personnes passer. Je ne pense pas forcément que la population a assisté à l'arrivée des terroristes et ont laissé faire. Hein, ça peut être des informations recoupées après l'acte, que les gens disent on les avait vus passer ou on les a vus repasser. Bon, peut-être, hein, ça m'étonnerait avec toutes les sensibilisations qui ont été faites dans cette partie du pays, parce que justement, quand vous parlez des ripostes, le Togo est resté dans la prévention avant la riposte. C'était d'éviter qu'on assiste à des attaques, et l'une des premières mesures de prévention, c'était déjà de stationner un contingent là-bas, en permanence depuis plus de 2 ans là-bas, qui sont là pour stopper l'évolution de ces groupes armés-là. Et vous savez qu'il y a eu même des saisies de motos, des saisies d'armes, et plein de choses. Donc c'est quand même un travail assez important qui a été abattu pour empêcher que ces attentats-là n'arrivent pas plus tôt. On croyait vraiment que c'était un dispositif qui va nous protéger pour très longtemps encore. Malheureusement, ils ont trouvé une faille et ils ont agi. Mais il faut dire
aucun pays n'est protégé contre le terrorisme. Les États-Unis, les plus puissants renseignements, les plus puissants en armement, ont été frappés. La France, on n'en parle pas. Israël, on n'en parle pas. Tous les pays sont frappés. Aujourd'hui, dans le sens de la prévention, le Togo a créé des comités interministériels de lutte et de protection contre l'extrémisme violent, qui sont les CIPLEF, donc dans lesquels on a essayé de mettre, outre les représentants de l'État, les communautés, les chrétiens, les musulmans, les chefs traditionnels, les jeunes et tout ça. Et ces comités-là ont des représentations sur le plan local où on essaie de parler aux jeunes et leur expliquer un peu l'extrémisme violent, le djihadisme, comment ça se fait, comment on recrute les jeunes, comment ça se fait exactement. Et après, le gouvernement aussi a pris sur lui, étant conscient que l'une des causes, c'est la pauvreté, ce sont des injustices, de continuer et à mettre en place un projet d'urgence donc dans les savanes pour essayer d'occuper les jeunes, de leur donner des emplois, de combattre la pauvreté pour que ces réseaux-là n'arrivent pas à recruter aussi facilement. Mais il y a énormément du boulot à faire. Aujourd'hui, ce dont les forces de sécurité ont besoin, c'est les renseignements. Quand il y a un nouveau visage dans un coin, quand quelque chose se passe, c'est pas les militaires, les policiers, les gendarmes, ils ne sont pas des magiciens. Ils ne sauront pas s'il n'y a pas la population qui leur dit voilà, il y a quelque chose de nouveau chez nous, venez voir. Ça ne veut pas dire forcément que quand un étranger arrive quelque part, il est djihadiste, mais c'est toujours bien qu'on sache qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe et qu'on regarde s'il n'y a rien d'inquiétant. Donc aujourd'hui, cette collaboration est importante, mais comme le disait lui aussi, il faut combattre la pauvreté. Il faut que les gens n'aiment pas d'arguments pour dire nous on est frustrés, nous on ne se retrouve pas dans ce monde où nous sommes, comme les gens le disent vulgairement, nous on est venus en spectateur. Non, il faut que chacun soit impliqué, que le gouvernement trouve des moyens, que les ONG, que la bonne volonté, qu'il y ait une solidarité qui se manifeste. Mais après maintenant, ça c'est en interne, c'est une nébuleuse qui est assise dans plusieurs pays. Donc aucun pays ne peut se protéger tout seul. Et on a vu un peu l'initiative d'Accra où il s'agit pour les pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina, de mettre en place une coordination pour les renseignements, pour la formation, pour mener des opérations comme l'opération Kundalou 1 et 2 par exemple, qui permet de lutter. Mais aujourd'hui, c'est tous ces moyens-là qu'il faut essayer de voir et voir aussi au niveau de la coopération. Aujourd'hui, on n'a pas de renseignements. Si les Africains, par exemple, avaient leur propre satellite, ils pourraient voir tous ces mouvements-là des gens pour dire, ben, voilà, tel se déplace de tel coin à tel coin. On essaie de voir. Aujourd'hui, ça, c'est beaucoup d'argent. Il faut travailler à arriver à cela. Mais pour le moment, il y a ces différentes mesures-là qu'on peut utiliser pour prévenir un peu et espérer riposter. Mais je crois que c'est un combat qui va de longue haleine, parce que des gens sont recrutés dans nos communautés. Ce n'est pas des gens qui viennent tous d'ailleurs. Et donc, c'est des gens du jour au lendemain qui se radicalisent et qui sont capables de perpétrer des actions méchantes et spectaculaires dans leur communauté. L'homme politique, on va aller pas à pas. Est-ce que vous pensez que le Togo a la capacité militaire pour faire face aux menaces terroristes, les moyens de renseignement, les équipements adéquats pour faire face à ces gens? Oui, moi je crois bien que le Togo a les moyens de bouter hors d'état de nuit tous ces bandits. Parce que quand nous étions petits, on savait déjà que les commandos ivoiriens étaient formés au Togo. Les commandos de certains pays venaient au Togo pour se faire former. Et souvent quand je parcours du nord de votre pays jusqu'à la capitale ici, il y a quand même des barrages qui sont bien faits. Le seul problème, c'est qu'à ces barrages, il n'y a pas de véhicules militaires. Donc je me dis, quand on attaque, comment ces militaires doivent se défendre contre ces djihadistes? Peut-être c'est là le problème. Sinon, si c'est les moyens, le Togo a les moyens. Mais si les gens veulent faire la guerre au Togo, qu'ils se déclarent, qu'on soit dans une guerre asymétrique,
où on ne vous voit pas, je dis que j'ai vu des drones dans la main des militaires burkinabés. Je leur ai demandé c'est quoi cette histoire. Il dit que c'est des drones. Vous les pilotez comment? Et le monsieur m'a montré comment on pilote. Mais comment se fait-il que des individus peuvent être entre deux pays, faire ce qu'ils ont envie de faire, et puis c'est quand même curieux. Hein. Au fait, faisons très attention. Cette histoire est bien pensée. Le djihadisme a commencé où? Dans les pays arabes avec les Occidentaux. Parce qu'à un moment donné, il y avait un conflit entre les Occidentaux et puis les pays du Moyen-Orient. Mais étant exacerbés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lancer des bombes chez les Occidentaux. Parce que pour eux, c'est eux qui sont à la base de leur souffrance. Mais subitement, notre peuple n'est pas habitué à ce genre de choses. Mais comment se fait-il que le djihadiste arrive, par exemple, en Afrique de l'Ouest, et sur certains plateaux, les gens disent c'est parce que les gens sont pauvres. Mais est-ce que c'est en Afrique de l'Ouest seulement que les gens sont pauvres? Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est des alibis que ceux qui nous ont envoyé les djihadistes nous font croire. Parce qu'ils savent que la pauvreté va toujours exister. Et donc, si la pauvreté, c'est la base du djihadisme, ça veut dire que le djihadisme sera... Ce n'est pas la seule base, hein. Il y a plusieurs oui, causes. je viens. Oui. Ça veut dire que c'est la base, la pauvreté. Non, et vous avez parlé de la pauvreté. Simplement lui a parlé de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. Non, ce n'est pas la mauvaise gouvernance qui fait qu'il y a du djihadisme. Quand vous prenez les pays arabes, il n'y a pas de démocratie là-bas. Mais le djihadisme ne peut pas prospérer là-bas. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas prospérer comme ça. Palestine. L'État de Palestine est financé par l'Union européenne. L'État de Palestine est financé par l'Union européenne. Ils n'ont rien. Ils attaquent toujours, comme on appelle Israël. Mais Israël aussi a mis les moyens pour contrecarrer. Mais ça ne cesse pas. Parce que c'est dans cette histoire, dans le flou, là, dans l'opacité là, que les Occidentaux trouvent pour eux. Mais c'est pour vous, c'est eux. Oui, il faut encourager nos dirigeants. Non, mais... Il faut encourager nos dirigeants parce qu'ils font beaucoup de choses pour... En réalité, attends. Oui, non, je ne vous rejoins pas. C'est-à-dire que... Non, pour Corneille, il faut encourager les gouvernants. Il faut encourager les gouvernants, le gouvernement du Togo. Ils sont en face de quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est puissant. On vous montre les djihadistes. 60 personnes viennent avec des gens, ils viennent tuer des militaires sauvagement. C'est pas normal. Vous pensez que c'est les Togolais qui l'ont fait? Je dis non. Ce n'est même pas les Togolais. Ceux qui sont venus faire ça là, ce ne sont pas des Togolais. C'est des bandits. C'est des bandits. Ces bandits ont sûrement une nationalité. Les Burkinabés. Je ne crois pas que ça soit. Je ne crois pas que ça soit des Français. C'est des Français. Qui étaient sur moto. C'est eux. C'est eux qui viennent emmerder nos États. Parce que nos États n'ont pas assez de moyens. Comme ils n'ont pas assez de moyens, il faut les emmerder. C'est savamment pensé. Donc ils ne recrutent plus, ils quittent la France. Ils sont quelque part. Il est celui qui est la peau blanche. Celui qui a la peau blanche. Ouais, mais là, dans la nationalité. Alors, quand vous prenez les militaires français qui sont au 43 en Bima, en Côte d'Ivoire, il y a toutes les nationalités dedans. Il y a même les Ivoiriens qui sont des militaires français. Il y a des Togolais qui sont des militaires français. Et ceux-là, ils agissent comme ils veulent. La même partie leur dit de faire tel que ce sont des Français d'origine. J'ai dit. Donc un Togolais peut le faire, mais j'ai dit que la France quitte totalement l'Afrique de l'Ouest et puis on va voir si on ne peut pas régler nos problèmes à nous. D'accord. Le message, il est clair. Fini. Et le dépiloguer à loisir. Non, on n'a pas besoin que la France quitte, on peut les régler. Mais qu'est-ce que la France fait en Afrique? Qu'est-ce qu'elle fait en Afrique? Non, ce que je dis, on peut les régler avant que la France ne quitte. Si on ne peut attend pas. que la France quitte, en fait, oui. Quand vous prenez aujourd'hui toutes les capitales africaines, tous les marchés de route, de ceci, cela, ce n'est que dans la main des Chinois. Parce que quoi? L'arrogance des Français a fait qu'aujourd'hui, ils préfèrent ne plus travailler, mais rentrer dans le banditisme comme ce qu'on le voit là, et puis faire peur à nos États pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Pourquoi chaque fois qu'il y a des attaques, c'est dans une zone où il y a les pierres précieuses. C'est dans une zone où on retire les richesses de
de l'État. Donc, ce sont les Français qui ont besoin de ces pierres précieuses. C'est eux. Parce qu'ils sont producteurs d'or. Or, il n'y a pas d'or en France. Ils sont producteurs de cacao, mais il n'y a pas de cacao en France. Ils sont producteurs d'uranium, mais pourtant, il n'y a pas d'uranium en France. Donc, il faut venir piller. Bon, c'est clair. Oui, Germain non, bon, là, l'homme politique a sa position qui n'est pas totalement la nôtre, même si l'Occident n'est pas totalement étranger. Peut-être là où moi je peux le rejoindre, c'est le manque de collaboration des Occidentaux qui, avec les moyens qu'ils ont, je parlais des satellites tout à l'heure, s'ils mettaient ces informations-là à la disposition de nos armées, parce que voilà des gens qui viennent attaquer 60 personnes. Mais avec les satellites, on peut les repérer. Si on ne sait pas d'où ils viennent, on sait au moins où ils sont partis après l'attaque. Donc, ce manque de collaboration-là, on peut le leur reprocher. C'est là où je disais qu'il faut que les Africains aussi se débrouillent pour avoir leur propre satellite. Là, on ne va pas défendre des gens qui veulent ou ne veulent pas nous donner des informations dont on a besoin. Nos États s'organisent. Le Ghana, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tout ça ont mis en place un système. Mais s'ils n'ont pas l'information, parce que la population peut-être a envie de traverser les 60 personnes, mais où elles sont passées, c'est fini. Elles sont éparpillées dans la nature. On ne sait pas si les 60 ou 30 motos sont allées garer au même endroit, où chacun est parti chez lui avec sa moto, parce que justement, c'est un peu ça la complexité. Les gens sont recrutés dans les communautés. Le gars peut sortir d'une maison commune avec sa moto, mais se retrouve quelque part pour aller faire le coup. Chacun rentre chez lui, comment on va les retrouver? On ne peut pas les retrouver. Mais donc, pour ces renseignements, il y a la population, oui, mais il y a d'autres renseignements qu'on peut aller chercher sur les Occidentaux. Mais si on ne fait que compter sur les Occidentaux, on ne va pas avancer. Parce qu'on a vu un peu le G5 Sahel. Comment tous ces pays-là comptaient sur l'Occident pour financer cette affaire-là. Finalement, qui n'a pas marché. Parce que si vous ne décidez pas de donner des moyens à vos armées, comme on a vu au Burkina, l'armée était obligée de dégager le président parce qu'elle estime qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le travail. Malheureusement, ils ont pris le pouvoir, mais on ne voit pas les choses évoluer. C'est ça qui est un peu triste. Mais il faut que nos pays se disent que c'est à eux de régler ce problème-là d'abord. Régler au niveau de la société, ceux-là qu'on recrute, moi je ne suis pas totalement sûr que ce soit des Français d'origine africaine qui viennent le faire. Je pense qu'on recrute des gens sur place. Il y a des experts qui ont démontré par plusieurs moyens le mode de recrutement de certains de ces jeunes-là. Aujourd'hui, il faut aller empêcher ce recrutement-là. Il faut que les jeunes ne soient pas désœuvrés. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire, qui vient le trompe avec un peu de sous, on lui remet une surtout arme avec une moto, vous opérez après, peut-être que la moto devient pour vous. Mais si ce jeune avait un boulot, mais quand quelqu'un vient lui proposer un truc assez bizarre, il laisse, il s'occupe. Il dit j'ai un boulot. Bon, maintenant, après, aujourd'hui, même la religion n'a rien à voir avec... J'allais parler de cela, l'extrémisme violent et l'endoctrinement. Oui. Les gens parlent également de cela. Mais il faut mettre en contribution les chefs religieux et tout ça, qu'ils en parlent, mais il faut régler le problème. Après, on peut dire l'Occident ou les Français, bon, moi, je ne suis pas trop... quand on met les Français toujours devant, essayons de régler nos problèmes. Si on n'y arrive pas et par la fin on se rend compte finalement que c'est l'Occident, mais ici on attend des choses de l'Occident. Et c'est pour ça, quand les Français se sont installés au Mali, l'armée malienne comptait sur les Français pour combattre les djihadistes. Mais ils ne sont pas venus pour mourir à la place des Maliens. Donc il faut qu'on... Il y a certains qui sont partis quand même, 54. Pardon. Oui, mais eux, ils vont dire quoi en France? Ils sont venus mourir pour un... Bon, ça c'est un autre débat parce que Corneille va rentrer dedans. Ça va être chaud. Mais je pense que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina ont pris une initiative. Aujourd'hui, le G5 Sahel et la collaboration des pays du Sahel, ce n'est pas vraiment efficace. Il faut que chaque pays s'organise, mais que les pays s'organisent en concertation et surtout que les populations collaborent et comprennent. Et là, il y a des réponses qui seront données pour la souffrance, les frustrations, le boulot pour les jeunes et tout ça. Mais après, il y a aussi des grands bandits. Certains sont carrément des bandits. Ça n'a rien à voir avec la politique, la religion et tout ça. Ils font du business sur l'insécurité.
quand il y a l'insécurité, eux, ça les arrange. Et ces gens-là, il faut pouvoir les démanteler et commencer aussi par prendre le Togo par les cornes sous cet angle-là. Oui, Lucas Mako, on parlait de l'extrémisme violent et de l'endoctrinement. Et ensuite, on sait que l'armée togolaise va réagir très vite, la connaissant. Oui, c'est notre souhait. Il faut qu'elle réagisse. Parce que aujourd'hui, s'il n'y a pas de réaction, je pense que la population sera plongée dans une panique totale. Surtout que là où ils ont opéré, là où l'attaque a eu lieu, c'est une zone très vaste, très ouverte, et comme ça, et c'est ce qui permet aussi, c'est ce qui a aussi autorisé l'entrée facile là-bas. Donc il doit avoir une réaction prompte. Surtout qu'on nous dit qu'ils ont apporté des armements, on parle de A7, 3, quelque chose comme ça. Bon, c'est-à-dire que dès qu'ils l'ont, ils vont vouloir revenir sur le lieu du crime, malheureusement. Donc, il doit y avoir rapidement une réaction prompte. Mais au-delà de ça, je crois que Jamel l'a dit à plusieurs reprises, il va falloir qu'on ait aujourd'hui dans la sous-région ce qu'on peut appeler une sécurité collective. C'est-à-dire qu'au lieu de faire appel à tout temps aux forces étrangères, aux Occidentaux, aux Russes, aux Américains, il faut que les pays de la sous-région pensent à un système soft et embryonnaire en matière de sécurité collective. Et quand le Togo est attaqué, le Burkina Faso peut intervenir et vice-versa. Donc ce n'est qu'à ce prix-là qu'aujourd'hui on peut justement parvenir à mettre en état hors de nuire ce phénomène. Et donc également, et comme je le dis, c'est vrai que Koné n'est pas d'accord, mais aujourd'hui, nos États doivent arriver à résoudre le problème de la pauvreté. Parce que ça part de là. Quand les gens sont pauvres, quand ils ne sont pas occupés, quand il y a les gens qui fréquentent, mais ils n'ont pas d'emploi, ça crée en eux la frustration. Et donc, en réalité, ils sont prêts à tout offre. Et donc, quand quelqu'un vient, il dit... La preuve, vous, on ne peut pas vous recruter parce que vous êtes rédacteur en chef de Togo Breaking News. Vous avez du boulot. Je cherche mieux ailleurs. Et ça, ce n'est pas mieux ailleurs. C'est ça le problème. Aller tirer sur les gens, non, mais je c'est pas mieux ailleurs. Sur ce terrain. Mais je pourrais peut-être aller à l'international. À New TV peut-être. Bon, pourquoi pas à New TV. À France 24. Non, je suis preneur. Hein. Non. L'essentiel, c'est que j'arrive en fait à exercer mon métier sans pression, sans ordre. Je puisse exercer sans aller à l'encontre de l'éthique et de la déontologie. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit penser à tout cela. Il y a aussi un ministre, un ancien ministre de la Sécurité togolais à l'étranger qui a justement demandé que le Togo doit revoir sa diplomatie vis-à-vis des problèmes de la sous-région. Vous voulez parler de François Akila Voilà. François Douak. C'est-à-dire que quand vous mêlez des affaires qui en réalité ne vous concernent pas, des affaires qui n'apportent pas de plus-value. Là, j'ai compris maintenant. À l'État. Vous pensez qu'il y a des affaires dans lesquelles il n'y a pas de plus-value? Vous allez taper dans la fourmilière. Exemple. Ne me cite pas des exemples d'action, oui. Non, mais tout au long de l'émission, on en a fait cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes en réalité à régler au Togo. Quand vous ne finissez pas de régler ces problèmes-là, et vous allez vous misser des affaires qui en réalité peuvent être résolues, peut-être par la CEDEAO. Vous voulez parler du cas du Mali. Justement, vous voulez que le Mali sorte du pétrin, alors le président togolais fait aussi tout. C'est peut-être un règlement de compte. C'est pas un règlement de compte. C'est peut-être un règlement de compte. Les gens veulent punir le président fort parce qu'il veut faire un bon travail. Voilà. Alors, collègue, cette question à vous, ça m'intéresse. Oui, finissez vite. Ces gens-là savent quel est le crédit que le président togolais accorde en fait à la lutte contre le terrorisme. Honnêtement, ça se voit. Je crois que je l'avais dit qu'à l'attaque de novembre, il est allé sur le lendemain en même temps. Il est allé sur le terrain où il a requinqué les forces de défense de sécurité. Donc, on sait qu'aujourd'hui, c'est un défi majeur au sommet de l'État. Et donc, quand vous allez dans le sens où ils font rage, ils vont vouloir forcément vous frapper. Donc malheureusement, c'est ça. Alors, votre président, le président Alassane Dramane Ouattara, lors d'une interview, avait dit qu'il était prêt à mettre les moyens, tellement de moyens, pour lutter contre le terrorisme. Il a même dit qu'il n'a pas honte d'aller chercher des partenaires étrangers
pour l'aider à lutter contre le terrorisme. Il voyait de loin ce qui est en train de venir sur la côte. Donc, oui, il voit de loin ce qui est en train de venir sur la côte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous ces moyens-là, mieux vaut les donner aux pays qui sont déjà attaqués, parce que la Côte d'Ivoire est un peu plus loin. Et lui venait de dire tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre le nez où il faut mettre le nez. Et le président Faure a mis le nez là où il ne fallait pas mettre, parce que la CEDEAO, c'est elle qui doit régler le problème. Mais elle règle le problème comment? Parce qu'elle-même, elle est vassalisée. Voici le problème. Donc si le président Faure prend sur lui le courage, c'est un courage qu'il a eu, il faut le féliciter. Ce qu'il fait est bien. La junte malienne a déjà envoyé à 2 reprises Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, pour discuter avec le président Faure sur cette histoire de gouvernance au Mali. Mais peut-être que la junte a eu à convaincre le président Faure, et cela a déplu aux autres membres de la CEDEAO qui sont vassalisés. Je le dis très bien qu'ils sont vassalisés, parce que quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis contre la France. Mais vous voyez, mais la France n'est pas membre de la CEDEAO. La France n'est pas membre de la CEDEAO. Ouais. Mais c'est la France qui donne de l'ordre. C'est la France qui donne de l'ordre. Ils vont me dire, mais est-ce que tu as vu la France donner l'ordre? Effectivement, la France a donné l'ordre. C'est la question que j'allais poser. Quand le président Macron en France dit, je vais appeler le président Akufo-Addo pour lui dire ceci, pour lui dire cela. Est-ce que le président Macron peut parler comme ça au Premier ministre allemand ou bien au Premier ministre anglais? À plus forte raison, un président de la République. S'il parlait comme ça à Assimi Goïta, comme vous l'avez dit tout de suite, il n'est pas élu, je peux comprendre. Mais le président ghanéen est bien élu, plus bien élu que Macron lui-même en France. Merci, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le débat a été très intéressant, seulement que nous n'avons pas eu assez de temps. On a parlé du Sénégal, affaire Astou Sokna, 3 sages femmes condamnées à 6 mois de prison avec sursis. On a également parlé du Mali, une centaine de personnes manifestent à Bamako pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Et puis Togo, attaque terroriste dans le nord, 8 soldats tués. Nous restons toujours, nous sommes toujours restés au Togo. Quelle riposte contre les attaques terroristes? Ça a été un plaisir donc de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, lui, Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Merci également à l'autre journaliste, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Corneille Norbert, Kwasi, homme politique. Merci beaucoup à vous également. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très vite.